Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement désigné président du Burkina Faso le 5 octobre par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La lutte contre le terrorisme sera sans surprise l'une de ses priorités. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s'inquiète de la collusion des groupes terroristes et du crime en Afrique subsaharienne, un phénomène qui contribue au pillage des ressources naturelles et à l'instabilité. Et la Côte d'Ivoire se prépare en vue de l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, reportée à janvier 2024. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Dano, ne cache pas ses ambitions pour les éléphants, qualifiés d'office. Peu satisfait par les résultats de la lutte antiterroriste au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré assure vouloir en faire sa priorité. L'intégrité du territoire national menacé depuis 2015 fait partie des affaires courantes dont il est en charge. Le nouveau président devrait intensifier le déploiement de l'armée pour des résultats rapides. Un sujet de Corinne Néoné. Au Burkina Faso, la dégradation continue de la situation sécuritaire a été invoquée par le capitaine Ibrahim Traoré pour justifier en partie le putsch contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Désormais président de la République selon l'acte fondamental rendu public le 5 octobre 2022, Ibrahim Traoré devrait faire de la sécurité du pays un chantier prioritaire alors que cet État d'Afrique de l'Ouest fait face au terrorisme. Dès sa prise lors du coup d'État, il a accordé une interview où il a dit que les causes qui font qu'il prenne le pouvoir, c'est que sur le plan de la lutte contre le terrorisme et de l'opération des forces de défense et de sécurité, on envoie des enfants sur le terrain, des jeunes de 21 ans, 22 ans et 23 ans qui sont des nouvelles recrues et qui ne savent même pas manipuler une Kalachnikov. Ce sont ces mots. Donc, cela veut dire qu'à la différence de son prédécesseur, il va envoyer des soldats expérimentés sur le terrain. L'intégrité territoriale du Burkina Faso est menacée depuis 2015 par une guerre nourrie par le terrorisme. Des attaques régulières contre l'armée et les civils ont déjà causé des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Les frontières avec le Mali et le Niger échappent constamment au contrôle de l'État et les conséquences sur le plan économique sont profondes. Le deuxième défi est la relance de l'économie. Aujourd'hui, l'inflation galopante au Burkina Faso est une plaie dans la sous-région parce que le Burkina Faso a un taux d'inflation de 18% qui est le plus élevé de l'UEMOA. Il est vrai que la crise est internationale, mais dans un pays où le panier de la ménagère tire le diable par la queue, cela n'est pas une bonne chose. L'acte fondamental restaure et complète la Constitution suspendue le 30 septembre 2022. Selon les promesses du capitaine Ibrahim Traoré, des assises nationales devraient se tenir avant la fin de l'année 2022 pour l'adoption d'une nouvelle charte et la désignation d'un président de transition avant les élections prévues en 2024. En s'autoproclamant président du Burkina Faso, le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, tout juste 34 ans, devient le plus jeune chef d'État au monde. Et notons que des manifestations en soutien au nouveau président Ibrahim Traoré ont eu lieu ce jeudi dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants étaient munis de drapeaux burkinabés et russes. Également dans l'actualité, c'est ce vendredi 7 octobre que se tiennent les élections législatives au Lesotho, petit pays enclavé au cœur de l'Afrique du Sud. Ces scrutins devant permettre la désignation du nouveau Premier ministre se déroulent sur fond de grogne sociale, de nombreux défis tels que notamment le chômage des jeunes gangrènent les 2,2 millions d'habitants de ce pays d'Afrique australe. Pour manifester leur mécontentement à la gestion politique du pays, de nombreux électeurs ont annoncé le boycott de ces élections. L'hypothétique médiation annoncée entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du TPLF donne une lueur d'espoir à la population du Tigré, prise en otage dans une guerre civile depuis novembre 2020.
La reprise des combats le 24 août dernier, après des mois d'accalmie, fait de nouvelles victimes. Le 4 octobre, une nouvelle frappe aérienne a touché une école qui abritait des réfugiés. Le bilan fait état d'au moins 50 morts. Un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. L'aviation éthiopienne frappe des centres urbains de la région du Tigré. Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 70 autres blessées après une frappe aérienne perpétrée contre une école ce mardi, où des personnes déplacées par le conflit entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional avaient trouvé refuge. La situation dans les parties nord du pays demeure volatile, continuant à mettre en danger les gens et à les faire fuir. On estime que les combats ont provoqué la fuite de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans certaines parties du Tigré, d'Afar et d'Amara, et qu'ils affectent la vie et les moyens de subsistance de millions de gens dans les zones touchées par le conflit. L'école concernée se trouve dans la ville d'Adi Daïro, où les populations sont sous le choc après cette attaque, l'une des plus meurtrières depuis le déclenchement de la guerre qui oppose depuis novembre 2020 les forces fédérales aux insurgés du Front de libération du peuple du Tigré. Les humanitaires sur place rapportent l'afflux de blessés, civils comme militaires, vers les hôpitaux tigréens déjà au bord de la rupture. Parmi les patients, des victimes des raids aériens de l'armée éthiopienne. Le genre de chiffres dont nous parlons chaque semaine est franchement attristant et choquant pour ce qui est, en fin de compte, une crise humanitaire d'origine humaine. Une crise humanitaire de grande ampleur, conséquence d'une guerre fratricide. Le gouvernement d'Abiy Ahmed et les cadres du TPLF doivent se retrouver dans les prochains jours pour lancer des discussions sur le processus de paix. Et bien qu'annoncés, les pourparlers de paix prévus en Afrique du Sud sont entourés d'incertitudes. Le président du gouvernement régional tigréen, Debretsion Gebre-Michael, a demandé des clarifications au président de la Commission de l'Union africaine. Face à la menace que représente le terrorisme et le crime organisé qui s'installe durablement en Afrique, les Nations Unies s'inquiètent. Selon la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la collusion des groupes terroristes et du crime en Afrique subsaharienne contribue au pillage des ressources naturelles et à l'instabilité. De nouvelles initiatives de coopération transfrontalière, de soutien aux autorités judiciaires et à la société civile ont été préconisées. Écoutons à ce propos Gada Fatiwali. Il est essentiel de mieux appréhender les liens entre les criminalités organisées et terrorisme en Afrique par une collecte rigoureuse de données et de preuves, ainsi que le développement de programmes et politiques idoines. Il est prouvé que l'exploitation illégale des minerais, tels que l'or, l'argent et les diamants, offre aux groupes armés, aux groupes rebelles et aux terroristes des sources de revenus importantes. Les produits de ces trafics peuvent en outre profiter aux groupes armés qui contrôlent les territoires d'extraction ou les routes de trafic. Ces sources de revenus également obtenues par extorsion ou l'imposition illégale de taxes sur les populations permettent à ces groupes d'acquérir des armes et toute autre commodité visant à pérenniser leur mainmise sur les territoires et zones de conflit. L'accès stratégique et lucratif aux routes de trafic est également un enjeu de pouvoir entre groupes armés. À quelques semaines de la COP27, grand rendez-vous international sur le climat, les pays africains ont fait le point. La pré-COP27 s'est tenue les 3 et 4 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des négociations formelles ont été menées pour préparer les discussions climatiques qui se tiendront en novembre prochain en Égypte. Les difficultés économiques ont été mises en avant. Un sujet de Roberto Bogbe. Pour le secrétaire général des Nations Unies, les pays développés doivent montrer plus de clarté sur la réalisation de leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an destinés à soutenir l'action climatique dans les pays en développement. Lors de son point de presse sur la question du réchauffement climatique de la planète en marge de la pré-COP27, Antonio Guterres a une énième fois tiré la sonnette d'alarme et sollicité des preuves sur la façon dont les pays développés doubleront le financement de l'adaptation climatique en 2025 à un minimum de 40 milliards de dollars comme convenu à la COP26 de Glasgow.
L'absence d'action sur les pertes et les dommages entraînera une plus grande perte de confiance et davantage de dommages climatiques. Il s'agit d'un impératif moral qui ne peut être ignoré et la COP27 doit être le lieu d'action sur les pertes et dommages. La COP27 est le lieu où tous les pays dirigés par le G20 montrent qu'ils sont dans ce combat et qu'ils participent ensemble. Et la meilleure façon de le montrer est de se présenter à la COP27 à Sharm el-Sheikh. En critiquant le retard et les carences des engagements collectifs des gouvernements du G20, Antonio Guterres met les pays développés devant leurs responsabilités qui, en l'état actuel, compromettent les chances de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés Celsius supplémentaires et encore moins d'atteindre l'objectif d'1,5 degré. La COP27, COP organisée en Afrique, représente à cet égard un tournant décisif, d'après Tanguy Bekale, le président du groupe des négociateurs africains en matière de changement climatique. L'objectif de 100 milliards de dollars par an court jusqu'en 2025 et malheureusement il n'est toujours pas atteint, mais il court jusqu'en 2025 et à partir de 2025 nous devons avoir le vrai objectif à long terme en matière de finances. Donc les travaux vont commencer pour pouvoir définir quel est le vrai chiffre sur lequel les pays en développement et les pays développés doivent s'accorder et qui va montrer la responsabilité et le support qu'ils vont apporter à des pays africains. Les acteurs présents à Kinshasa se sont engagés à trouver des domaines de convergence sur les questions clés qui seront transmises à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la COP27, où ils comptent parvenir à un consensus entre toutes les parties sur les résultats concrets suffisamment ambitieux afin de répondre à la crise climatique à laquelle fait face la planète. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, reportée à janvier 2024 en raison des intempéries. Le ministre des Sports ne cache pas ses ambitions pour les éléphants, qualifiés d'office. Plus de détails avec José Douglas. Les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy, initialement programmées en septembre 2022, ont été différées du 20 au 28 mars 2023. La 5e journée se déroulera du 12 au 30 juin 2023 et la 6e journée du 4 au 12 septembre 2023. La Côte d'Ivoire accueille l'événement au début de l'année 2024 et se prépare activement sur et en dehors du terrain. En même temps que nous sommes en train de bâtir, construire des infrastructures, nous voulons aussi construire une équipe. Les éléphants qui ont raté les 2 dernières éditions de la CAN en Égypte et au Cameroun en 2019, ils se sont fait éliminer par l'Algérie en quart de finale, 4 tirs au but à 3 et après prolongation en 2021, c'est l'Égypte qui sort la Côte d'Ivoire en 8e sur tir au but, également 5 à 4. Les consignes ont été données aux joueurs et au staff technique de Jean-Louis Gasset. La présence, sans parler, sans émiction dans les techniques de jeu, c'est simplement pour leur dire que tout ce qui touche à la fierté nationale, à la cause nationale, nous interpelle. En tant que décideurs, nous sommes présents pour leur dire que tout ce que nous mettons comme moyen pour construire les infrastructures, il leur appartient de construire une équipe pour nous donner l'espérance. Nous avons un bon potentiel. Jean-Luc Gasset, le sélectionneur, a sous la main des garçons d'une grande qualité qui sont performants dans leurs différentes équipes. 5 villes vont accueillir la CAN en Côte d'Ivoire: Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. La CAF a fixé un délai aux autorités pour la réalisation des infrastructures. Nous allons respecter les délais contractuels. Nous allons respecter les prévisions. Au 31 décembre, toutes les infrastructures seront livrées. A noter que la Côte d'Ivoire, qualifiée d'office en tant que pays hôte pour la prochaine CAN, occupe la première place du classement devant la Zambie et les Comores. Le Lesotho est dernier. Chaque équipe a joué 2 matchs. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal a perdu ce jeudi l'une de ses personnalités publiques. L'ancien ministre des Sports Daouda Faye Divava est décédé le 6 octobre. Il restera dans les annales comme celui qui a dirigé le comité d'organisation de la CAN 1992 qui se déroulait au Sénégal. Le président Macky Sall salue un homme exceptionnel et une grande figure du sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.